Bonsoir à tous, merci de nous retrouver. On est pile à l'heure pour ce premier webinaire de la rentrée dans le studio de Boursorama. Il est 18h30 et on va parler de quoi? On va parler private equity et plus précisément des fonds professionnels. Bah oui, parce qu'on a déjà abordé le sujet du private equity dans des rendez-vous précédents avec des solutions accessibles. Mais ce soir, on va s'intéresser plus particulièrement à une offre dédiée aux clients Bourse First. Alors Bourse First, vous le savez, c'est l'offre de banque privée de Boursorama. Et comme le promet aussi le titre, un petit peu loin de ce webinaire, on va voir en quoi ça fait rire notre invité. C'est un accès aux opportunités exclusives des marchés privés. C'est un peu ronflant tout ça. Private equity, fonds professionnels, c'est aussi peut-être encore un petit peu obscur, un petit peu difficile à comprendre. Eh bien, pas de problème ce soir. Justement, on va tout vous expliquer, les grands principes du private equity, l'intérêt qu'il peut représenter pour vous dans votre allocation d'actifs, le fonctionnement d'un fonds et bien sûr les produits disponibles dans cette nouvelle offre proposée en partenariat avec Opale Capital, société de gestion spécialiste du non-coté. Et justement, pour faire ce soir de vous des pros du sujet, ben moi aussi j'ai des pros à mes côtés. Paul Moreno-Blosville, président d'Opale Capital. Bonsoir Paul. Bonsoir Laurent. Et à ses côtés, vous le connaissez par cœur, Thomas Baudry, chef de produits bourse chez Boursorama. Bonsoir Thomas. Bonsoir Laurent. Vous le savez, moment d'échange, moment interactif, la tablette est comme d'habitude à côté de moi, prête à recevoir toutes les questions que vous vous poserez et que vous nous poserez et auxquelles on répondra tout au long de la présentation. Et puis, sans plus attendre, Thomas, on commence toujours un webinaire, c'est un peu la tradition, par reposer ou par poser bien les bases. Et là, les bases, c'est finalement, petite définition, petit cours de rattrapage, c'est quoi le private equity? Tout à fait, commençons par une définition. Donc, stricto sensu, le private equity désigne le capital investissement, c'est-à-dire l'entrée au capital de sociétés qui sont non cotées en bourse. Mais le terme est souvent utilisé de façon un peu plus large, de façon abusive, pour désigner tout ce qui est le non coté, donc toutes les facettes du non coté. Alors, Laurent, permettez-moi une lapalissade. Qu'est-ce que le non coté? Par définition, tout ce qui n'est pas coté. Pas coté en bourse. Pas mal. Voilà, exactement. C'est beaucoup plus clair tout de suite. C'est beaucoup plus clair. Donc, mais on pourrait se dire que c'est pas grand-chose, je sais pas, spontanément, sauf que c'est peut-être un contre-argument complet en fait, c'est peut-être contre-intuitif. Ah non, le non-coté est énorme. Le non-coté représente une facette extrêmement importante de l'économie, de la plus petite société jusqu'à des grands groupes internationaux qui ne sont pas cotés en bourse et donc qui du coup par définition rentrent dans cet univers du private equity. Alors si on veut rentrer par catégorie, quand on parle de private equity, souvent on désigne deux grandes catégories. Donc le private equity qui est donc, comme on l'a dit, l'entrée au capital d'entreprises non cotées en bourse. Et donc là, si on veut faire le pendant coté, ce sont les actions. Finalement. Quand vous achetez des actions en bourse, prenez une part du capital d'entreprise qui est cotée, et quand vous achetez vous investissez en private equity, vous prenez le part d'une action qui n'est pas cotée en bourse. À côté, vous avez la dette privée, donc là qui consiste à financer des entreprises en complément des banques. Et là, le pendant dans l'univers du coté, ce sont les obligations, qui sont des titres de dette qui sont cotés, donc qui sont négociés en bourse. Donc là, vous avez les deux grandes catégories, private equity, donc capital investissement, et dette privée. Ensuite, on peut séparer en plusieurs secteurs quand on parle de private equity. Donc, le capital investissement, on parle plus souvent des entreprises, donc les sociétés commerciales dans lesquelles on va investir, des sociétés qui produisent des biens et des services. Mais il y a aussi un grand univers du private equity qui regroupe tout l'univers des infrastructures, donc le financement d'ouvrages lourds comme les autoroutes, les aéroports, les réseaux télécoms, mais aussi par exemple des hôpitaux ou bien des réseaux de traitement des déchets, donc qui nécessitent des financements lourds et qui ne sont généralement pas cotés en bourse pour ce type d'activité ou d'opération. Et on a aussi tout le secteur de l'immobilier non coté, donc en opposition aux foncières cotées. Ensuite, on a toutes les opérations d'immobilier qui ne sont pas cotées en bourse, donc dans les logements, le bureau, la logistique, les commerces, l'hôtellerie, etc. Donc ça, catégorie, secteur. Et ensuite, on a aussi une distinction dans les produits private equity suivant la maturité des sociétés dans lesquelles on investit. Donc du fonds qui va investir dans les sociétés, donc dire les plus jeunes, donc les fonds de venture, de qui se lancent. Donc on rentre très tôt dans le capital, c'est-à-dire on prend beaucoup de risques. Mais à l'inverse, si la société réussit bien, on va pouvoir générer des rendements qui sont importants, jusqu'aux fonds, on va dire, de transmission, de retournement ou de développement qui, eux, vont permettre de rentrer un peu plus tard, accompagner peut-être une introduction en bourse ou bien accompagner une cession d'entreprise vers un repreneur ou un autre type de transmission. Bon. Vous verriez quelque chose à ajouter à cette définition, Paul? Non, c'est assez complet sur le non-coté. C'est très complet et en fait, je pense que ça permet de démontrer que le non-coté, c'est en fait un univers très très vaste. Laurent, tu l'évoquais, on va le voir aussi un peu plus tard, mais c'est gigantesque.
et on peut s'y perdre. C'est gigantesque et la question qu'on peut se poser, ok, très bien, mais est-ce que ça a un intérêt, ou en tout cas quel intérêt spécifique ça va être de mettre du private equity dans son patrimoine, dans son allocation d'actifs? Oui. Et alors je pense qu'il y a peut-être une première spécificité à évoquer, c'est le fait que là je vais vous évoquer les intérêts à investir dans un fonds de private equity. Oui. Pourquoi c'est différent? C'est qu'on ne va pas nous rentrer directement dans l'entreprise. On va investir dans un fonds qui va être diversifié auprès de plusieurs entreprises, etc. D'accord. Distinguo qui est important. Hein. C'est très important parce que là, vous avez un professionnel qui va exécuter les transactions en utilisant votre épargne, mais qui va vraiment être le professionnel en charge de ces investissements. Très clair. Qu'est-ce que ça permet d'avoir, de passer par un professionnel qui gère votre épargne? En fait, c'est les chiffres qu'on voit sur la partie gauche de cette diapositive. C'est que le private equity, c'est une classe d'actifs qui permet d'atteindre des performances, historiquement, très élevées. On estime que c'est vraiment entre 4 et 7 points de pourcentage au-dessus de ce qu'on peut atteindre en investissant dans des fonds cotés ou dans des sociétés cotées. Donc c'est significatif quand même. Très significatif et en fait c'est l'intérêt, je dirais, numéro 1 du private equity. Mais c'est pas le seul. Le deuxième intérêt, c'est que justement en investissant via des fonds de private equity, on a quelque chose qu'on a du mal à obtenir ou que ce soit d'autres, c'est ce que j'appelle l'alignement d'intérêt. C'est-à-dire, je rentre en tant qu'épargnant dans un fonds d'investissement et en fait, moi, mon intérêt en investissant dans ce fonds, c'est que ce fonds prenne de la valeur. Ouais. Et il se trouve que c'est exactement l'intérêt du gérant. On va voir quels sont les mécanismes. Mais le gérant du fonds d'investissement, lui aussi, il a le plus intérêt à ce que son fonds prenne de la valeur. On est dans le même bateau. On est dans le même bateau. Je comprends bien, ouais. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que ça va jusqu'à l'entreprise dans laquelle on a mis le capital. En général, les directeurs qui sont en train de gérer cette entreprise au quotidien sont associés à ce plan de création valeur via des dispositifs qui vont être mis en place par le gérant. Et donc là, les trois lignes, l'épargnant, le gérant et les directeurs de la société, vont tous avoir intérêt à ce que cette société prenne de la valeur et que le fonds prenne de la valeur et que donc mon épargne prenne de la valeur. Bon. Ça, c'est le deuxième intérêt et ça, c'est un point très fort. Le troisième intérêt, on a commencé à l'évoquer rapidement, mais c'est qu'on a accès à beaucoup plus de sociétés. Pour vous donner ça, c'est en France, on a à peu près 600 sociétés qui sont cotées en bourse. Oui. Et bien, on a 200 fois plus de sociétés qui font plus de 10 millions de chiffre d'affaires et qui sont non cotées. Oui. Donc en fait, on a vraiment un paysage qui n'a aucune mesure commune. C'est pas du tout comparable. Ouais, exactement. Donc ça ne veut pas dire que la totalité de ces 200 entreprises, pour une entreprise cotée, ont des fonds de private equity à leur capital, mais ça veut dire que le champ d'action possible pour ces fonds est gigantesque. Bon, intéressant. Une fois qu'on a compris, qu'on a expliqué, qu'on voit l'intérêt, il y a un intérêt, vous l'avez dit, de diversification, de rendement, on reviendra bien sûr là-dessus, d'association des intérêts. Ça reste peut-être un petit peu encore théorique sur la façon dont ça fonctionne concrètement. Est-ce qu'on peut regarder ensemble comment tout ça s'actionne de façon, encore une fois, très pratique? Oui. Et c'est très important de décortiquer la mécanique, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire aussi apparaître les leviers de performance, mais aussi les risques associés. Donc, dans un fonds de private equity, il va y avoir 4 temps différents. Le premier temps, et c'est une particularité du private equity, c'est qu'on va procéder à une période de commercialisation qui va être définie dans le temps. En général, c'est 12 mois, ça peut aller jusqu'à 24 mois. Et pendant ces 12 à 24 mois, les gérants vont en fait faire du marketing. Ils vont vendre leur fonds. Je lance un fonds, donnez-moi votre épargne, je vais bien l'utiliser. Exactement. Et donc, ils vont essayer de trouver des souscripteurs qui vont faire des souscriptions. Alors, je n'ai pas dit confier leur argent, j'ai dit faire des souscriptions. La différence, c'est qu'effectivement, à ce stade-là, en général, il n'y a pas d'échange d'argent. D'accord. Il y a vraiment la signature d'un bulletin de souscription où je vais m'engager pour, mettons, 1 million d'euros. Mais ce million d'euros, je ne l'ai pas déboursé. On a quelques mots-clés qui apparaissent, mais ici, le point important, peut-être, c'est de se dire, pendant ces 12 à 24 mois, on va procéder par closing. Un closing, c'est quoi? C'est je prends un certain nombre de bulletins de souscription de mes souscripteurs et je vais formellement les enregistrer dans mon fonds. Donc en fait, c'est ça qu'on appelle un closing, c'est tout bête. C'est le moment où ma souscription est formellement acceptée dans le fonds. On officialise un petit peu la souscription. Donc c'est un acte légal. Il y a un truc qui s'appelle poudre sèche aussi. J'adore ce vocabulaire un petit peu militaire. Effectivement, il y a plein de mots assez peut-être qu'on peut en profiter pour les expliquer, certains d'entre eux en tout cas. Alors la poudre sèche, ça correspond à cet argent
qui correspond à mon engagement, mais qui n'a pas encore été appelé. D'accord. Donc j'ai parlé de 1 million d'euros, j'ai engagé mon million d'euros, mais je ne l'ai pas encore versé. Donc la société de gestion, le gérant, sait qu'il peut utiliser 1 million d'euros qui correspond à ce que moi j'ai promis. Mais en fait, si on fait la somme de tous les souscripteurs, peut-être qu'il a 1 milliard à sa disposition. Et en fait, il va aller chercher les entreprises et rentrer à leur capital en sachant qu'il a 1 milliard d'euros qu'il peut engager. Et en fait, ça, c'est le temps 2. Le temps 2, il va progressivement trouver les sociétés, réussir à négocier de rentrer à leur capital. Et au moment où la négociation se concrétise, il va appeler l'argent de ses souscripteurs et il va l'injecter dans la société. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en fait, un gérant de société, enfin donc de fonds d'investissement, ne manie pas de cash. Il n'a pas de trésorerie. Il va utiliser le cash au fur et à mesure exactement qu'il va l'appeler. Donc ça, c'est ça qu'on appelle donc un appel de fonds. C'est j'ai une transaction qui va devoir se matérialiser. Et en fait, cet argent, je ne l'ai pas au moment où cette transaction va se matérialiser. Donc je vais l'appeler. Je vais appeler, par exemple, je vais acheter une société 100 millions d'euros. Et ben, ces 100 millions d'euros, je vais appeler, par exemple, 10% de la totalité de mes souscripteurs. De ma poudre sèche, si j'ai bien retenu. De ma poudre sèche, exactement. Et je vais investir cet argent. D'accord ? Et donc, ça fait la distinction entre le montant non appelé, qui est donc l'équivalent de la poudre sèche, et qui, au fur et à mesure du temps, va réduire. Bah oui, si les investissements sont... Et au fur et à mesure de cette réduction de la poudre sèche, il y a aussi un accroissement des actifs réellement gérés, qui sont les sociétés que j'ai en portefeuille. Très clair, j'ai tout compris jusque-là. Temps 3, c'est le temps des cessions. Et en fait, ça, ce qui est très important, et on va aussi évoquer ça de façon plus formelle avec la liste des risques, mais c'est le gérant se donne le temps de développer cette société. En général, ça dure entre 4 et 6 ans. J'achète une société, je rentre à son capital et je vais développer un plan de création de valeur avec les directeurs de cette société. Et ça va prendre 4, 5, 6 ans. Donc déjà ça, quand je suis investisseur, c'est quelque chose que je dois avoir en tête. On laisse le temps au temps. Exactement. Il faut être patient en tant que souscripteur. Et en fait, c'est parce qu'il a le temps de développer ce plan de création de valeur qu'il va pouvoir atteindre des performances celles qu'on a évoquées tout à l'heure. Et puis vient le jour où il vient trouver un acheteur qui va le remplacer au capital de cette société. Et c'est à ce moment-là, par exemple, il avait acheté cette société 100 millions dans mon exemple, il va la revendre 300 millions. Et donc, Laurent, par exemple, c'est toi l'acheteur, tu vas me rembourser 300 millions. Et les 300 millions, en fait, à nouveau, le gérant ne va pas les garder, il va les distribuer à ses souscripteurs. D'accord. Donc, encore une fois, on le voit, le cash n'est pas la problématique du gérant de fonds. Ou en tout cas, ça l'est, dans le sens où il ne faut pas qu'il le garde. Mais il ne le thésaurise pas. Il ne le thésaurise pas. Et c'est à ce moment-là que les souscripteurs vont récupérer leur mise. D'accord ? C'est là ça s'appelle une distribution. C'est le moment où, en sous-jacent, la société a été cédée et on reçoit le fruit de cette vente. C'est ce qu'on appelle en anglais un exit. C'est cette sortie du capital de la société. Et vous allez entendre parler de réalisation, c'est la même chose. J'ai réalisé un investissement, ça veut dire que je suis sorti de cette société. Ah oui, ça c'est un peu contre-intuitif par contre. Oui, exactement. Et vous allez entendre parler des multiples. Et en fait, on ne raisonne pas en pourcentage de plus-value, on raisonne en multiples. Pourquoi ? Parce que comme on s'est donné justement 4 à 6 ans, une performance qui soit honorable, on va plutôt chercher à multiplier l'investissement de départ par 2, par 3, par 4, etc. Dernier temps, la liquidation, le fonds n'a plus de société dans son portefeuille. On liquide tout, c'est fini. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un temps d'investissement qui dure en général 4 à 5 ans. Le temps entre la levée de fonds et la liquidation qui dure une dizaine d'années. Et donc ça veut dire que les 5 dernières années, je n'ai plus le droit d'acheter une nouvelle société. Ah d'accord. D'accord, ça c'est important. On est vraiment dans une phase de liquidation progressive du portefeuille. Et une fois qu'il n'y a plus rien, le fonds est dissous, il n'existe plus. Bon, ben voilà, très clair sur ce pas à pas. On a vu aussi sur cette slide, bien sûr, il est fait mention des frais associés. On y consacrera un développement particulier, parce que c'est aussi un aspect important à traiter. Là, finalement, c'est super clair, Paul, l'explication. On pourrait avoir aussi envie de comprendre comment ça se passe aussi dans la vie d'un fonds, dans le temps, puisqu'on sait que ça prend du temps. Thomas, quelques mots d'explication peut-être là-dessus ? Et concrètement aussi, comment ça peut se passer pour les clients bien sûr. investir, donc nos clients Bourse First.
Donc on l'a vu, hein, ce sont des fonds fermés qui ont une durée de vie d'en moyenne 10 ans. Donc quand vous souscrivez à ce type de produit, vous vous engagez pour au minimum 10 ans, parfois peut-être un peu plus, puisque parfois les fonds ont la faculté de proroger de quelques années la durée de ces produits. Donc on est vraiment sur un horizon de long terme. Et ça, c'est vraiment important, on va le marteler ce soir, oui. Il faut l'avoir en tête, même si les gens qui s'intéressent à ce genre de solution, généralement, le savent, mais bon, voilà. C'est vrai qu'il faut avoir en tête, ce sont des fonds donc, qui durent en moyenne 10 ans et qui sont ce qu'on appelle totalement illiquides. Il n'est pas possible de sortir, de se désengager avant la clôture du fonds. Très clair. Donc, Paul l'a dit, hein, le fonds est ouvert à la souscription pendant environ 1 an et demi. Donc, pendant 1 an et demi à peu près, donc 1 ou 2 ans, le fonds va collecter donc, des nouvelles souscriptions. Et donc, Paul l'a dit tout à l'heure, à la souscription, on ne verse pas d'argent. L'investisseur signe un bulletin de souscription et s'engage sur un montant. Et donc, dans le cadre de cette offre, donc, c'est produit, le minimum d'engagement est de 100 000 euros. D'accord. Ça, c'est la réglementation hein, qui le demande pour donner accès à ce type de produit aux investisseurs particuliers. Le régulateur demande que les investisseurs soient capables de s'engager sur au moins 100 000 euros. C'est beaucoup, on pourrait se dire quand même. Mais en même temps, c'est pour un particulier, on sait que dans le private equity pour les institutionnels, c'est plusieurs millions d'euros, hein, je crois, c'est ça. Je pense que ça, c'est un point très important. C'est en fait une chance de pouvoir accéder à ce type d'investissement à partir de, entre guillemets, seulement 100 000 euros. Alors, je suis conscient de l'énormité de la somme que ça représente malgré tout. Effectivement, un fonds de private equity institutionnel, en général, accepte des souscriptions à partir de 5 ou 10 millions d'euros. Voilà. Ça pose les bases. Le d'entrée est quand même bien abaissé, même s'il reste élevé. Donc, c'est-à-dire que donc, pendant 1 an et demi, les investisseurs peuvent rentrer et s'engager donc, sur une somme minimum de 100 000 euros, mais ne la versent pas tout de suite. Comme l'a dit Paul, il y a des closings. Donc, dans l'occurrence, dans les produits que nous commercialisons avec Opale Capital, ces closings ont lieu en moyenne tous les 2 mois. Donc, si vous signez votre bulletin de souscription juste après un closing, vous serez appelé en moyenne 2 mois après. À l'inverse, si vous souscrivez juste avant un closing, vous pouvez être appelé jusqu'à quelques jours après votre souscription. Le premier closing, généralement, donc là on le voit, c'est un exemple, on va dire non contractuel, mais on peut dire que souvent c'est entre 20 et 30% de l'engagement. C'est-à-dire qu'à la première année, vous allez verser, si vous êtes engagé sur 100 000 euros, vous allez verser entre 20 et 30 000 euros la première année. C'est la question que j'allais vous poser justement. Voilà. Donc il n'y a pas, suivant les types de fonds, mais la plupart du temps, on n'a pas besoin de décaisser 100% de la somme, puisque on l'a dit, hein, le gérant va appeler la somme en fonction de ses opportunités d'investissement. Okay, donc il n'a pas besoin de 100% de l'engagement de la poudre sèche tout de suite, il l'appelle au fur et à mesure. Donc au premier closing qui suit la souscription, un premier appel de fonds, donc de 20 à 30%, et donc c'est à ce moment-là que l'investisseur fait son premier virement dans le fonds. Il a généralement une quinzaine de jours pour honorer cet appel de fonds et donc matérialiser son entrée dans le fonds en faisant son premier versement. D'accord. Une fois que la période de souscription est terminée, le fonds n'accueille plus de nouveaux investisseurs. Donc le fonds va fonctionner avec la somme des engagements qu'il a réussi à accumuler pendant ces 1 an et demi. Donc il n'y a plus de nouveaux investisseurs, il n'est pas possible d'entrer ni de sortir du fonds. Et c'est là que commence la période d'investissement où le fonds va pouvoir réaliser des acquisitions. Et donc là, on a des appels de fonds successifs qui peuvent arriver à tout moment pendant la période d'investissement. Donc il faut être prêt à décaisser tout ou partie de l'engagement pendant ces 4-5 ans. De tout moment et tout montant, c'est-à-dire que si je suis votre exemple, j'ai eu 20 000, 30 000 peut-être, et boum, on peut me demander 70 000, c'est ça après, si j'ai prévu un investissement de 100 000 ? Alors, théoriquement, oui. Théoriquement, oui, c'est j'ai engagé 100 000 euros, il faut que je sois prêt à verser jusqu'à 100 000 euros. Après, dans la pratique, un fonds d'investissement qui a 5 ans de période d'investissement, il ne va pas déployer en moins de 3 ans. Donc ça veut dire que c'est, effectivement, ça va être progressif. Effectivement, on peut se dire qu'une année, ça peut être jusqu'à 40%. Mais je dirais que de façon indicative, c'est un peu le maximum auquel on peut s'attendre. D'accord, très bien. Et donc on voit que pour chaque produit, Opale fournit un document, des flux de trésorerie prévisionnels qui sont indicatifs, hein, comme on l'a dit, on peut appeler une grosse somme d'un coup, mais qui permettent d'avoir une estimation de en combien de temps l'engagement va être appelé. Et puis il faut avoir aussi en tête, ça c'est un point assez important, c'est que la plupart du temps, les fonds n'appellent pas 100% de l'engagement. C'est-à-dire que c'est une promesse, le gérant se laisse une marge, mais suivant les typologies de fonds, par exemple, les fonds de private equity purs vont appeler entre 80 et 90%, mais les fonds dits de secondaire vont appeler plutôt entre 50 et 60%. D'accord. Donc, suivant la typologie du fonds, l'engagement va être plus ou moins appelé, mais c'est rare finalement, mais Paul confirmera que 100% de la somme soit finalement appelée pendant la période d'investissement. D'accord. Alors, je vais peut-être apporter une précision, parce que tu as raison, Thomas, c'est exactement le cas. On voit rarement un fonds dépasser pendant la période d'investissement 80 à 90% du montant réellement appelé.
Alors pourquoi est-ce qu'il se laisse une marge de manœuvre? Parce qu'en fait, c'est une marge de manœuvre. J'ai dit, une fois que la période d'investissement est terminée, il n'a plus le droit d'acheter une nouvelle société, d'acquérir une nouvelle société. En revanche, il peut accompagner le développement des sociétés déjà en portefeuille, aussi pendant la période. Il peut remettre au pot. Il peut remettre au pot, exactement. J'ai par exemple 10 sociétés, il y en a une qui marche très très bien et qui a une opportunité d'acquérir un concurrent dans un autre pays. Là, on est content en fait, d'avoir ce petit... en dehors de la période d'investissement, je peux soutenir cette action et permettre à cette entreprise de continuer à se développer. D'où le fait de garder un peu de marge de manœuvre pour après. Donc on continue sur la vie du fonds, effectivement, donc la période d'investissement qui dure 4-5 ans. Donc à l'issue de cette période, Paul vient de le rappeler, le fonds ne fait plus d'acquisition. Donc on entre dans la période de désinvestissement, la période de liquidation, la période de cession. Et c'est là que donc on voit les cycles sont à peu près de 4-5 ans. Donc au début de la période d'investissement, le fonds va essayer donc de céder les entreprises qu'il a achetées au début de la période d'investissement, distribuer les revenus. Donc on voit donc dans l'exemple qui est donné, c'est qu'à partir de la 5e année, les souscripteurs commencent à recevoir des distributions. Donc les distributions, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit de la cession des entreprises qui ont été achetées, plus les éventuelles plus-values, si jamais le gérant a bien fait son travail et a permis de dégager de la valeur. Et donc il la redistribue aux investisseurs. Et donc à la fin, le fonds est liquidé lorsque la dernière cession a été effectuée. Donc là, les clients, les investisseurs sont remboursés et là, le fonds est fermé. Voilà, il n'y a pas de prolongation, on est sur des fonds fermés. Et donc là, tout le monde... On ne se dit pas ça marche bien, on va... Voilà, on peut ressouscrire à d'autres produits, mais le fonds en question a une durée de vie limitée. Bon, sur cette question de la distribution, notamment, on a deux questions qui sont tombées en direct. Lapin et Nico08, est-ce que dans la vie du fonds, l'équivalent de dividendes peuvent être distribués et que deviennent-ils? Nico, c'est un peu la même question. Dans ce modèle, il n'y a donc jamais de versement de dividendes, point d'interrogation. Le gain souscripteur est exclusivement une plus-value de cession. Messieurs. C'est des très bonnes questions. Et je dirais qu'en théorie, on peut recevoir des dividendes. Mais ce n'est pas le but. Et en fait, ici, le raisonnement, c'est de se dire, soit cette entreprise, on cherche à la développer. Elle est vraiment prometteuse. Exactement, elle est prometteuse. Et en fait, dans ce cas-là, je vais plutôt que de verser des dividendes, en fait, je vais réinvestir dans la société pour la faire prendre de la valeur. Et en fait, dans la pratique, c'est plutôt ce qui se passe dans les stratégies de type capital transmission. D'accord. Après, comme on l'a vu, l'univers du non-coté est vaste et il y a des stratégies, par exemple les stratégies type infrastructure, où là, le but du jeu, c'est plutôt de recevoir des dividendes de façon régulière. Donc ça dépend des stratégies. Philosophie un petit peu différente. Voilà, on continue avec les questions. Laping et Nico ont été très prolixes. Laping dit, donc si je comprends bien, la performance, elle dépend uniquement de la pertinence du gestionnaire de fonds? Alors, c'est une très très bonne remarque. Bah oui. Et en fait, si je peux demander à ce qu'on revienne sur la page précédente. On revient en arrière. C'est tout à fait vrai. Oui. C'est le private equity, c'est l'histoire d'un souscripteur qui fait confiance à une équipe qui va délivrer un plan d'investissement, une thèse d'investissement et qui va le délivrer correctement. Et comme on le voit, en fait, tout ça se fait à un moment où, dans la pratique, le fonds d'investissement dans lequel on va souscrire n'a aucun actif. D'accord ? Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle le risque aveugle en private equity, c'est-à-dire je souscris dans un fonds qui n'a rien au moment où je souscris. D'accord ? Donc oui, tout à fait. C'est le private equity, c'est l'histoire d'une équipe de gestion qui va pouvoir délivrer des performances. Mais d'où la complexité de choisir correctement les fonds de private equity. Oui, et on va en reparler. On a plein de questions qui sont en train de tomber. Il va falloir que vous soyez synthétique dans vos réponses. Je ne vous presse pas parce que c'est super intéressant. Mais comme je vois ma tablette qui se remplit, on repasse cette question de Nico qui est intéressante aussi. Comment est évaluée la liquidité de ces fonds? Est-ce qu'il y a une information, une échelle ou autre qui indique quand même un certain niveau de liquidité, de capacité à revendre? Parce qu'on est d'accord que ce sont des actifs difficilement liquides, précisément parce qu'ils ne sont pas cotés, mais... est-ce qu'on peut mettre un degré dans cette illiquidité? On peut mettre un degré et en fait, donc je vais peut-être donner la définition de liquidité. Bien sûr. Dans le sens où la liquidité, c'est j'ai souscrit à un fonds et 3 ans plus tard, j'ai besoin de récupérer la flexibilité sur cet engagement et donc je veux me désengager. Je vais voir le fonds de private equity et je vais lui dire, je t'ai promis 1 million, je veux me désengager. Là, le fonds de private equity, en fait, n'est pas liquide, dans le sens où il va vous dire « malheureusement, ça ne marche pas, je compte sur cet argent et donc, en fait, vous êtes coincé. » Donc, dans ce sens-là, le fonds de private equity n'est pas liquide. Après, il y a une deuxième
notion de liquidité, exactement, qui est en fait la vitesse à laquelle les sociétés en portefeuille sont revendues. Oui. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle, donc, c'est une courbe de trésorerie, tout simplement. Et en fait, là-dessus, vous pouvez comparer la performance dans la vitesse de remboursement du cash appelé. C'est ce qu'on appelle le DPI, de façon très technique. C'est le Distribution over Paid In. Et en fait, concrètement, c'est une mesure de la performance d'un fonds, effectivement, à remettre en vente ces sociétés et à faire des plus-values là-dessus. Vous pouvez comparer, effectivement. C'est un indicateur qu'on peut retrouver dans les... C'est un indicateur qui est très utile et qui permet de comprendre à quel point une société a des compétences en sortie et non seulement en marketing. Allez, petite question avant de continuer la présentation, parce que forcément elle est importante cette question. Les fonds, est-ce qu'ils sont, James nous demande, est-ce qu'ils sont donc récupérés en une fois à la sortie ou au fur et à mesure des ventes des sociétés sur les 5 dernières années? Moi, je crois comprendre que c'est plutôt la deuxième option qui est la bonne. En fait, c'est au fur et à mesure. La distribution a lieu de façon schématique dès que la société a été cédée. Et donc, de façon, moi j'ai constaté qu'il y a certaines sociétés de gestion qui sont très fortes à distribuer même pendant la période d'investissement. C'est un peu paradoxal, mais si vous avez investi dans une société et que 2 ans plus tard, vous avez un acheteur et que vous faites un très beau multiple, bah, peut-être que vous allez vraiment le faire. Et dans ce cas-là, vous allez distribuer en année 2 ce que vous aviez déjà appelé. Donc, c'est dans le concret, là. Non, mais c'est intéressant, on comprend mieux comment ça fonctionne. C'est possible. Et j'ai cette question de lapin qui va me servir de transition parfaite. Merci, ils sont super ce soir. Nos clients, ils font même l'animation. Comment vit le gestionnaire du fonds pendant la période? Quels sont les frais? Eh bien oui, moment de faire un petit point sur les frais du private equity, messieurs. Tout à fait. Et vous remarquerez que... on a une slide pour ça. On a une slide pour ça. Magnifique. Et aussi que ne figure pas de frais d'entrée sur cette slide. D'accord. Parce que les frais d'entrée, donc Boursobank, Boursofer, on est chez Boursobank, c'est normal. N'applique pas de frais d'entrée distributeur, comme ça peut être le cas lorsque vous achetez ce type de produit auprès de conseillers en gestion de patrimoine ou bien de réseaux traditionnels. Donc les Boursobank, dans le cadre de l'offre Boursofer, ne prélèvent pas de droits d'entrée sur ces produits. Ok, très clair. Ensuite, au niveau du fonds, évidemment, on a des frais de gestion qui sont, on va dire, assez classiques dans l'univers de l'investissement. Et là, il s'exprime en pourcentage de l'engagement. Donc vous vous engagez sur une certaine somme, vous allez payer un certain pourcentage de cet engagement en frais de gestion. On a aussi ce qu'on appelle le carried interest, qui est une structure de frais qui est très fréquente en private equity, qui est une sorte de commission de surperformance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le gérant a réussi à délivrer une certaine valeur, toute la valeur additionnelle, il va venir ponctionner une partie de cette valeur. Donc ça vient, et Paul l'expliquera tout à l'heure, c'est aussi une façon d'aligner les intérêts donc, du gérant et de l'épargnant, dans la mesure où plus le gérant arrive à générer de surperformance, plus lui aussi va pouvoir en profiter et donc jouir d'une partie de ses gains. Et j'aimerais qu'on insiste un peu plus particulièrement sur un autre type de frais qui est la prime d'égalisation, que je pense que les clients Boursobank aujourd'hui ne connaissent pas. Parce que les frais de gestion, le carried, ce sont des frais qui sont prélevés avant la performance. C'est-à-dire que lorsque vous recevez donc, le fruit de vos distributions, ces frais ont déjà été ponctionnés. Donc ils ne sont pas visibles dans le sens où on ne va pas venir vous prélever ces frais en plus. On va vous servir une performance nette de frais. La prime d'égalisation, c'est un peu différent puisque, on l'a vu tout à l'heure, on peut rentrer pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans dans le fonds. Donc ça veut dire que ceux qui rentrent au tout début de la période de souscription vont prendre un risque un peu plus important ou vont faire confiance au gérant un peu plus tôt que ceux qui vont rentrer à la fin de la période de souscription. Et pour justement permettre d'égaliser la situation entre les primo-investisseurs et on va dire ceux de la 11e heure, si je puis me permettre, il y a ce mécanisme qui fait qu'on a une formule de calcul qui est précisée dans la documentation qu'on vous invite évidemment à lire à chaque fois que vous êtes intéressé par un fonds, qui va faire que vous allez payer, donc en plus de votre engagement, vous allez payer un pourcentage additionnel qui va permettre donc de récompenser les premiers par rapport aux derniers. C'était une question de Laurent d'ailleurs, peut-être que vous y avez répondu. Vaut-il mieux rentrer au début ou attendre le dernier closing? C'est un peu la réponse à cette question. La réponse est exactement. Oui. À la fin, vous allez peut-être prendre un petit peu moins de risques, parce que le fonds va investir juste après.
mais vous allez payer une prime d'égalisation qui est plus élevée. Donc là, on a un exemple un peu chiffré, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très simple Il faut se le mettre en tête, de comprendre. Mais là, on a un exemple d'un ancien, donc d'un fonds qui est aujourd'hui fermé à la souscription de chez Opal, où toutes les personnes qui sont rentrées dans ce fonds avant le 5 janvier 2024 ont été exonérées, donc dispensées de cette prime d'égalisation. Et ensuite, donc on l'a dit, les closings sont en moyenne tous les 2 mois. Tous les 2 mois, on voit que cette somme est passée donc, de 0,26, 0,52, 0,68%, donc a légèrement augmenté. Donc c'est une formule mathématique en fonction du jour d'entrée dans le fonds, et donc qui permet de matérialiser cette différence. Et elle n'est pas ponctionnée sur la performance, c'est-à-dire que là, par exemple, sur le cas précis, donc si vous êtes engagé sur 100 000 euros, donc vous êtes rentré en mars 2024, vous allez verser 30 000 euros la première fois, plus 0,26%, donc vous allez faire un virement additionnel. Enfin, matériellement, c'est le même virement, mais c'est une somme en plus et qui ne génère pas de droit sur la performance. Voilà, elle est acquise au fond, je pense, oui. Et elle est acquise au fond, voilà, parce que parfois c'est pour la gestion. Mais elle ne génère pas de droit pour la performance. Donc voilà, il faut avoir en tête que généralement, suivant le type de fonds, le premier ou bien les 2 premiers closings sont exonérés de cette prime, et ensuite elle est crescendo jusqu'à la dernière période qui permet d'entrer dans le fonds. Bon. Des éléments, Paul, à ajouter sur la compréhension des frais? Je dirais que, alors il y a peut-être un commentaire sur la page et un commentaire pour répondre à la question. Oui. Sur la page, en fait, donc, ce qu'il faut bien avoir compris, c'est que les frais de gestion et le carré d'intérêt, c'est des frais de gestion qui arrivent dans la poche du gérant. La prime d'égalisation, c'est des frais qui arrivent dans la poche du premier investisseur. D'accord. Oui. D'accord. Et en fait, c'est pour ça que je faisais ce commentaire, ça me permet de répondre à la question qui a été posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux rentrer au début ou à la fin? En fait, concrètement, vous rentrez au début, en fait, vous avez la performance du fonds plus cette prime d'égalisation qui vous est payée par ceux qui arrivent plus tard. Donc c'est intéressant. En revanche, arriver tard, ça vous permet d'avoir moins de risques aveugles. J'ai évoqué ce risque aveugle. Encore une fois, la question du est-ce que je fais confiance à la personne à qui j'ai confié mes économies. Donc je dirais que les deux ont vraiment des aspects très attractifs. Bon. Sur les frais, de toute façon, si tout n'est pas clair, vous reposez des questions. Alors, ça tombe, ne vous inquiétez pas, je les affiche, on y répondra. On va continuer la présentation, mais elles sont bien notées. On a parlé des frais, il faut forcément aussi qu'on évoque, messieurs, les risques. Oui. Bah oui, les risques du private equity. On en devine certains, peut-être pas tous. Thomas, petit point risque? Oui. C'est obligatoire et c'est important, évidemment, de le rappeler, puisqu'on est sur un produit qui est complexe. On l'a dit, on le voit, c'est un produit, donc un fonds fermé, on fait confiance à un gérant. On est aussi sur des structures de fonds qui sont déclarées auprès du régulateur, mais qui n'ont pas d'agrément. On est sur des choses un peu complexes, mais on va dire on est sur des véhicules d'investissement qui sont un petit peu hors cadre. Nos clients ont peut-être l'habitude des ETF, des OPCVM, des actions en direct, etc., qui sont beaucoup plus, où l'information est beaucoup plus on va dire, facile à obtenir. Voilà, bien sûr. Là, on est sur quelque chose de complexe avec ces mécaniques d'appel de fonds. Et donc, on a une notion de calendrier. Donc, il faut être prêt pendant la période d'investissement à tout moment à être capable de verser cette somme. Donc voilà, on a un risque à ce niveau-là, puisqu'il faut avoir les liquidités en permanence et être oui, parce qu'on voit que c'est progressif, mais on voit quand même que c'est aléatoire. Il n'y a pas de règle. Donc cette somme, si on s'engage à la donner, Paul, moi je comprends qu'il faut quand même l'avoir prête, pas être activée. Et en fait, je pense que c'est très important de se dire le fait de s'engager dans un fonds de private equity et de ne pas honorer les appels de fonds, c'est grave. D'accord. Pourquoi c'est grave? Parce qu'en fait, comme on l'a dit, le gérant, il a besoin de cette somme pour concrétiser sa transaction. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des mécanismes de punition des investisseurs qui n'honorent pas leurs appels de fonds parce que ça met en problème toute la mécanique la logique, du private toute la equity. philosophie du private equity. C'est le troisième risque qu'on avait mis, le risque de défaillance, effectivement, et des conséquences en cas de défaillance. Donc, on va y revenir, mais donc, très rapidement, le risque le plus, on va dire, le plus évident, c'est celui de perte en capital. On le rappelle, ce sont des produits qui ne sont pas garantis. Là, on a donné des scénarios de flux de trésorerie qui sont évidemment indicatifs, mais c'est pas une garantie. En fonction des conditions du fonds, si le gérant, ou si le contexte est mauvais, les cessions peuvent s'opérer à des prix qui sont soit les mêmes, soit inférieurs, auquel cas les distributions seront inférieures, évidemment, à la somme qui a été versée. Donc, il y a un risque de perte en capital. Une récession économique majeure dans la zone euro, si à un moment l'économie ne va pas bien, il n'y a pas de miracle. Exactement. Donc c'est un risque de perte en capital, il n'y a aucune garantie. Donc, Paul l'a évoqué, le risque de défaillance à un appel de fonds. Donc concrètement, vous avez cette fenêtre de 15 jours en moyenne, donc ça peut être un peu plus, un peu moins suivant la période.
Et donc, si on n'honore pas un appel de fonds à temps, donc, il peut y avoir des pénalités de retard. Et si on est ensuite incapable d'honorer un appel de fonds, effectivement, Paul a dit, ça peut aller jusqu'à des poursuites légales suivant les statuts du fonds et suivant ce à quoi l'investisseur s'est engagé. Donc, il faut vraiment avoir conscience qu'une fois qu'on est rentré dans ce fonds, on est engagé pendant 10 ans et on s'engage à verser jusqu'à la somme que l'on a signée à la souscription. Ça, c'est très important. D'accord. Le risque de liquidité, on en a beaucoup parlé. On est collé, si je puis me permettre, pendant 10 ans avec le gérant et avec un rythme que l'on ne maîtrise pas. Donc le calendrier des cessions et des acquisitions est à la discrétion du gérant pendant cette durée de temps. Et parfois, il peut y avoir donc la durée est contractuelle, mais il peut y avoir des périodes de prorogation. Donc en moyenne, c'est 10 ans, mais ça peut être prolongé un peu plus. Donc on voit que c'est quand même des périodes qui sont très importantes. Bon, le risque d'absence de revenus, on en a parlé déjà, c'est le fait de se retrouver à la fin du fonds avec une performance qui soit nulle, soit négative. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres risques qui sont détaillés dans la réglementation. Peut-être un qu'on pourrait évoquer, c'est peut-être le risque de devise, évidemment, parce qu'en fonction de l'univers d'investissement dans lequel le fonds va investir, ouais. si il investit dans une devise qui n'est pas celle dans laquelle on a l'habitude de vivre, on peut se retrouver avec des performances. Ça, c'est vrai dans les actions cotées également, mais on a ce risque qui est présent. Et puis, toute une liste de risques est de toute façon détaillée. Lorsque le client souscrit, on lui remet la documentation qui lui réexplique toutes ces notions. Il y a un risque qui est effectivement que l'investissement que vous faites dans une société ne soit pas à la hauteur de vos attentes, Paul. Une question qui nous est posée par Sébaïm. Si l'investissement d'une société ne s'avère pas payant, intéressant, le fonds peut-il sortir de cette société, en anticiper pour limiter la perte et investir sur une autre? Est-ce qu'on peut, un peu comme finalement en bourse, dire allez, à moins 10, moins 20%, je préfère couper ma position, mais dans le réel, je ne sais pas si c'est possible, pour essayer de me replacer sur quelque chose de plus prometteur? Alors, dans la pratique, ce serait possible, en théorie, sous réserve que cette cession se fasse pendant la période d'investissement. Et donc, effectivement, on pourrait se dire que le produit de cette cession peut être réinvesti dans une autre société, tant que cette société est acquise pendant la période d'investissement. Bon, c'est possible sur une fenêtre, sur la fenêtre d'investissement. On va continuer. On a vu le risque, mais en face du risque, on associe le rendement. C'est ce qui permet de définir sur quoi on veut se positionner. Justement, on a établi une joli petit graphique sur les couples rendement-risque du non-coté. Oui. Et je dirais que là, c'est évidemment une approche un peu normative qu'on a utilisée pour placer ce graphique. Mais ça vous donne un peu notre estimation. Quand je dis notre estimation, c'est vraiment une vision qu'a établie Opale Capital. Du risque et du couple risque et rendement de chacune des sous-stratégies du non-coté. Donc dans la première page de ce webinaire, on a vu que le non-coté c'était très vaste en termes d'investissement en actions ou en dette, de sous-jacents entre entreprises, infrastructures, immobilier et de la maturité. Donc évidemment, tout ça, ça fait des stratégies qui sont très différentes les unes des autres et qu'on va pouvoir classer effectivement sur un graphique tel que celui-là et qui va donner finalement quel est un petit escalier le rendement et que je peux espérer en fonction du risque que j'accepte de prendre. Et donc effectivement, tout en haut à droite, vous avez le venture capital, c'est-à-dire le capital risque. Ça, c'est de l'investissement dans des sociétés très jeunes. Et ça, concrètement, c'est un environnement dans lequel il y a beaucoup de casse. Mais vous pouvez miser sur la future licorne. Une start-up qui s'appelle Google, la personne. Exactement. Il y a des fonds de venture capital qui ont délivré 10 fois la mise. Ça peut être considérable. Pourquoi est-ce qu'on le met à ce niveau-là? C'est parce que c'est le risque le plus élevé. Vous investissez en actions dans des sociétés dont le business model n'existe peut-être même pas encore. Facebook, aussi géniale soit-elle. Facebook, à l'époque où elle ne générait pas de revenus, c'était un pari très très risqué, mais qui a beaucoup payé pour ceux qui ont fait ce pari. Et en fait, nous, on estime qu'aujourd'hui, les perspectives d'investir dans le venture capital sont peut-être un peu moins favorables qu'elles l'ont été sur les 10 dernières années. D'accord. Et après, donc, on a, nous, ce qu'on appelle ce cône risque et rendement qui nous paraît être très intéressant. Et dedans, il y a plusieurs types de stratégies, de la plus risquée avec le gros equity, qu'on appelle en capital développement en français, jusqu'en bas à gauche, la stratégie la moins risquée, puisque vous investissez en dette avec beaucoup de protection, donc le risque de perdre de l'argent est extrêmement limité. Et à l'inverse, effectivement, on va plutôt viser des rendements moindres. Donc en fait,
je dirais que là-dessus, ce qui est très important pour les souscripteurs, c'est de bien comprendre quel est le risque qu'ils acceptent de prendre et de se dire qu'en fait, le niveau de rendement qu'ils vont pouvoir viser va être associé à ce niveau de risque. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on va le voir un tout petit peu après, mais vous avez quelques produits Opale Capital qui commencent à être disponibles sur Bourse First. Ils correspondent à ces trois cases roses, donc du gross buyout, donc c'est du capital transmission à faible effet de levier. Ça, oui, d'accord. Voilà, en français. Allez, peut-être encore un petit peu plus, Paul. Là, non, mais voilà, capital transmission à faible effet de levier. Donc là, on parle d'investissement dans des sociétés qui sont déjà rentables. Oui. Et pourquoi grosse? C'est parce qu'en fait, on va viser des sociétés qui sont encore dans une phase où la croissance du chiffre d'affaires est très importante. Là, j'ai compris. Croissance à 2 chiffres. D'accord. Voilà. Donc c'est ça le gross buyout. Merci. Vous allez avoir cette stratégie de co-investissement où concrètement vous allez co-investir aux côtés d'un fonds de private equity qui va prendre le contrôle d'une société. Vous allez juste rajouter au pot. D'accord. Ça permet de compléter l'apport. Et donc dans ce cas-là, pardon, on a accès à un niveau de diversification qui peut être assez important et donc très intéressant. Et le secondaire, on a évoqué le fait que c'était un investissement illiquide, mais dans la pratique, il y a une solution pour sortir des fonds en cours de vie. C'est ce qu'on appelle le marché secondaire. D'accord. Donc vous vendez des fonds à un autre fonds, c'est ça? Exactement ça. Oui, en fait, je suis souscripteur. J'ai, par exemple, investi dans un fonds qui s'appelle le fonds Alpha et Oméga. Voilà. Et je vais le revendre en cours de vie à un fonds de secondaire qui va me racheter mes parts. Et évidemment, comme il accomplit un acte d'injection de liquidité dans un marché qui ne l'est pas, il se fait rémunérer pour ça. Et donc, en fait, moi, j'accepte une ponction de la performance à laquelle j'aurais pu prétendre sinon. Mais donc là aussi, c'est un des aspects de la liquidité qui est intéressant. Exactement. Donc, ça vous donne un aperçu finalement de la richesse de cet écosystème, du type de stratégie à laquelle on peut accéder, et donc effectivement du fait que pour chaque stratégie, il faut bien comprendre quel est le risque qu'on est vraiment en train de prendre et quel est le rendement qui est associé. Et on le rappelle aussi, pour l'instant, donc les expertises en rose sont disponibles. Il y a des produits qui existent. Paul l'a dit, la gamme Opale Capital sur Bourse First a vocation à s'enrichir, donc des nouveaux produits qui arriveront régulièrement. Faites du teasing là, toi. Exactement, et qui arriveront régulièrement, et puis au fur et à mesure des opportunités qu'aura identifiées Opale, des produits peut-être de crédit, de dette privée vont venir rejoindre la gamme des produits disponibles pour Bourse First. J'espère qu'on mettra ce graphique à chaque fois parce qu'il est très clair et on voit bien effectivement à la fois les différentes catégories et ce qu'on peut en attendre. Justement, c'est l'occasion de présenter peut-être l'offre Bourse-Banque en private equity. C'était une question de Philippe. Le private equity n'est-il accessible aux particuliers que grâce au FCPI et FIP? Quel autre véhicule sinon? Et cette question rituelle des webinaires, et quelle fiscalité? D'ailleurs, c'est une question de lapin. Comment est calculée l'imposition et le PFU s'applique-t-il? Donc on va faire un petit point à la fois sur les produits et forcément à la fois sur la fiscalité. Bien sûr. Alors on pourrait passer. Vous l'attendiez cette question, bien sûr. Exactement. La fiscalité en France extrêmement importante, un enjeu pour l'investisseur. Donc là, on a un panorama effectivement de toute l'offre de produits non cotés disponibles chez Bourse-Banque avec beaucoup d'enveloppes d'investissement, beaucoup d'acronymes, beaucoup de partenaires. On va essayer d'être assez clair. Donc, les produits dont on parle aujourd'hui, donc avec notre partenaire Opale Capital, sont ce qu'on appelle donc des FPS, donc des fonds professionnels spécialisés. Juridiquement, c'est la forme qu'ils prennent. Et donc, ces produits, on l'a dit, sont accessibles à partir de 100 000 € pour les investisseurs particuliers, donc, qui constituent la clientèle Bourse-Banque et Bourse First. Et donc, j'anticipe les questions, ces fonds ne sont pas éligibles au PEA, ces fonds ne sont pas éligibles à l'assurance vie, au PEA-PME, au compte titre. Ce sont des fonds que vous allez acheter, on dit en direct. À part. Voilà. Les produits... Détention directe, vous l'avez très bien dit. Directe, voilà. Mais pas dans une enveloppe. Pas dans une enveloppe d'investissement. 100 000 € de ticket d'entrée. Vous voyez qu'en dessous du 100 000 €, il y a un 30 000. Donc ça, c'est aussi pareil, c'est une subtilité qui est permise par la réglementation. C'est-à-dire que le régulateur considère qu'à partir du moment où vous avez investi dans un produit de ce type, vous avez une connaissance du private equity qui est plus importante. Et donc, à ce titre, vous pouvez accéder à de nouveaux produits à partir d'un seuil d'investissement plus faible. Donc, le premier investissement chez Bourse-Banque est à 100 000 €. Ensuite, quand vous réinvestissez dans d'autres produits, donc dans la plupart des produits, c'est toujours précisé à la souscription. Le seuil est plus bas, enfin possiblement plus bas. Le seuil est à 30 000 €. D'accord. Donc 100 000 € pour la première souscription, 30 000 € pour les souscriptions suivantes. Ça, c'est pour l'offre donc de fonds professionnels. Ensuite, je réponds à la question. Donc,
On a déjà répondu, hein, il n'y a pas que les FIP FCPI ou les FCPR, mais on va faire un petit aparté dessus parce qu'on voit hein, les fonds de notre partenaire Opal donc sont accessibles à partir de 100 000 € pour Bourso First. Il y a ce fonctionnement un peu complexe d'appel de fonds de mécanique. Les investisseurs privés peuvent s'exposer au private equity d'autres façons sur des produits plus grand public. Donc évidemment, on va passer rapidement d'ailleurs parce qu'on en a parlé dans des webinaires précédents. Là, ça va être un simple rappel. C'est juste pour rappeler que en fait, l'espérance de rendement forcément va être un peu plus faible parce que ça va être des produits qui vont détenir des poches de liquidité qui vont permettre d'entrer et sortir plus facilement. Ça va être des produits où le ticket d'entrée est plus faible, donc les gérants vont devoir gérer des souscriptions un peu moins élevées, etc. Donc on est sur des produits qui viennent démocratiser le private equity pour les investisseurs privés, en contrepartie évidemment d'espérance de performance un peu moins forte. Mais on va limiter du coup certains risques, donc ce sera un peu plus liquide suivant les conditions des fonds, ce sera un peu plus accessible et donc pour certains produits, on le voit, ils sont logeables en assurance vie, en plan d'épargne retraite, en compte titre, en PEA-PME, donc on a toute une offre de FCPR disponible chez Boursorama dans toutes les enveloppes d'investissement, donc vous pouvez prendre connaissance. Et on a également une offre de FIP FCPI où là on est sur des fonds dits fiscaux, où là le client va bénéficier d'une réduction d'impôt à l'entrée, et donc là ces fonds, eux, sont souscriptibles en compte titre et la fiscalité qui va s'appliquer, ça va être, donc on aura cette réduction d'impôt à l'entrée. Ensuite, pour les FCPR, je reviens très rapidement sur la fiscalité. Lorsque vous achetez dans une enveloppe d'investissement, c'est la fiscalité de l'enveloppe qui va s'appliquer, donc en assurance vie, en compte titre ou en PEA-PME. Et quand vous achetez en direct, il peut y avoir certains fonds fiscaux qui présentent des conditions spécifiques. Là, c'est toujours décrit dans toute la documentation du fonds pour savoir à quelle fiscalité les revenus vont s'appliquer. Bon, on l'a dit, cette offre, elle est faite en partenariat avec Opal Capital. On a mis la charrue avant les bœufs. Paul, on n'a pas présenté Opal Capital. C'est le moment de convaincre qu'il n'y a pas de, comment on l'a dit, de risque. C'est quoi risque de personne? Non, c'est pas ça. Risque de personne, oui. Risque aveugle. Risque aveugle, voilà, le risque aveugle. Merci oui, Thomas. Alors avec Opal Capital, vous n'avez effectivement pas de risque aveugle. Et on présente en général Opal Capital en 5 points. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est Opal Capital, on est un point d'entrée pour la clientèle des clients privés auprès de ce monde extrêmement vaste et très complexe du private equity. Et en fait, comment est-ce qu'on le fait? On estime qu'on le fait en mobilisant des ressources considérables parce qu'on mobilise les ressources du groupe qui nous détient, Tikehau Capital. Tikehau Capital, c'est un des acteurs mondiaux du non-coté qui détient aujourd'hui 50 milliards d'actifs sous gestion, qui a 700 personnes dans 17 pays. Donc en fait, on a un maillage du territoire qui est extrêmement dense et en fait, c'est ça qu'on va utiliser comme force pour aller sélectionner correctement les opportunités. On va sélectionner ces opportunités dans l'ensemble du non-coté, donc dette privée, private equity, actifs réels. Actifs réels, ça veut dire infrastructure et immobilier, oui, tout simplement. Et notre approche, ça va être d'être un sélectionneur de fonds. Et en fait, comme je l'ai évoqué, hein, sélectionner des fonds, c'est assez complexe parce qu'il faut identifier ce risque aveugle, identifier les compétences d'une société de gestion. Je réexplique cette mécanique, c'est-à-dire que donc vous, Paul, vous n'investissez pas en direct dans les entreprises, vous allez regarder les fonds qui investissent dans les entreprises. C'est ça, hein, moi je suis un sélectionneur de fonds et je vais mettre en place des véhicules qui permettent d'accéder à ces fonds. Ouais. Et en fait, le ticket à 100 000 qui donne accès au ticket à plusieurs millions. Sinon, le client pourrait se demander pourquoi je ne vais pas directement sur ces produits. Oui, c'est ça en fait. Parce que là, les tickets d'entrée sont beaucoup plus élevés. Donc Opal va structurer des produits qui permettent aux Et c'est comme ça qu'on démocratise le private equity. C'est exactement ça. En fait, on est un acteur de la démocratisation puisqu'on permet d'identifier les bonnes opportunités qui sont accessibles qu'aux institutionnels ou aux très très grandes fortunes. Et on va en fait grouper des souscripteurs ensemble pour atteindre cette puissance financière qui permet de rentrer dans ces actifs-là. Et nous, en fait, on met le focus sur la sélection. J'ai mis les chiffres sur la partie droite. Aujourd'hui, à date, on a regardé plus de 2300 fonds et on en a sélectionné 31. Donc on est très exigeant. On a des critères de sélection qui sont extrêmement précis et qui vont nous permettre d'arriver dans un fonds. Alors, c'est toujours un risque. Il y a toujours un risque en capital, toujours un risque qu'on prend. Mais on a réduit ce risque en ayant sélectionné avec tous ces critères, et finalement on rentre dans un produit qui nous paraît être extrêmement bien pensé et qui réduit justement le risque par rapport au taux de rendement qu'on peut espérer.
Ça nous donne accès, donc, le fait de pouvoir grouper les investisseurs ensemble aux meilleures opportunités. Et ces meilleures opportunités, en fait, elles sont proposées par les plus grandes maisons que vous voyez. Vous reconnaissez Goldman Sachs, Blackstone, Morgan Stanley, ça c'est les noms connus du grand public. Mais on va aussi avoir une approche très spécialiste, très pointue, qui va nous permettre, les connaisseurs vont par exemple reconnaître Kinside Capital comme un des meilleurs fonds de capital investissement en Europe. D'accord. Voilà. Et donc tout ça se fait de façon digitale, puisque une des phases de la démocratisation, c'est de faire en sorte exactement que ce soit simple d'accès. Eh ben, on va rentrer dans le détail de ces fonds qui sont proposés dans l'offre. C'est le moment ou jamais. Donc pour l'instant, 2 produits dans la gamme. Je vous coupe, Thomas, je vois l'heure qui tourne. Il y a plein de questions. On va vite, c'est ça? On va vite et bien. Mais voilà. Donc, pour l'instant, 2 produits dans la gamme, on l'a dit. C'est des gammes à vocation à être enrichies régulièrement. Et ce n'est qu'un début. On va aussi, évidemment, prévenir les clients lorsque de nouveaux produits seront disponibles. Alors, on est sur des fonds fermés qui ouvrent, qui ferment, etc. Donc, le Opale Capital Sélection Private Equity, qui est un mix de toutes les expertises d'Opale Capital, donc qui vise un TRI net cible non garanti, on le rappelle, de 15%, et qui est souscriptible jusqu'en juin 2026. Donc, avec un prochain closing en octobre. C'est-à-dire que là, si vous souscrivez maintenant à ce fonds, vous allez vous engager sur une promesse d'investissement et le premier virement vous sera réclamé début novembre, à peu près. Et aussi le fonds donc, Tikeo Aero Partenaire 2 Feeder, qui est lui un fonds spécialisé dans l'aérospatiale et la défense, qui vise un TRI entre 16 et 17%. Thème très actuel. Hein. Exactement, tout à fait. Et dont le prochain closing est également donc le 30 octobre, et qui lui est commercialisé jusqu'au début janvier 2026, avec potentiellement une prorogation. Paul nous en dira plus peut-être sur le délai de souscription pour Aéro Partenaire 2 Feeder. Donc ça, ce sont les 2 produits aujourd'hui qui sont disponibles dans la gamme. Donc vous pouvez prendre connaissance des documents sur Boursobank et souscrire si vous le souhaitez dès maintenant. Ouais. On peut rentrer dans le détail justement des 2 ? Oui, on peut faire un aperçu. Alors j'invite tous ceux qui seraient intéressés par ces fonds à vraiment aller sur Bourse First. Le moment où on prend le temps, on épluche tout bien. Alors effectivement, voilà, il faut vraiment prendre le temps de regarder tous les documents qui sont mis à disposition, qui décrivent vraiment de façon très détaillée ce qu'est cette opportunité, mais donc de façon un peu succincte. Aujourd'hui, on estime que l'aéronautique, de façon générale, et avec ses applications à la fois en défense et dans l'aéronautique civile, c'est un marché qui est très porteur. Il est très porteur et on estime que c'est vraiment un marché qui va croître beaucoup plus vite que le PIB mondial. Aujourd'hui, pour donner un exemple, Airbus a 12 années de production en termes de carnet de commandes. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un enjeu d'un marché qui est très fragmenté. On a des petits acteurs et on n'a pas de... Il y a des gros groupes. Exactement. Et on connaît Airbus, on connaît Boeing, mais en fait, derrière ça, il n'y a pas de champion. Et donc, en fait, l'enjeu de ce fonds, en fait, c'est de fabriquer des champions dans ce secteur-là. Et c'est vraiment une équipe qui est spécialisée dans ce secteur, avec les expertises qui nous permettent, nous, d'estimer que ces gens savent de quoi ils parlent. Et quand ils vont investir dans une société, ils savent la développer. Paul, élément important, ce sont des sociétés européennes, hein, c'est ça? Ce sont des sociétés européennes. Ici, le but, c'est vraiment de participer à la consolidation du secteur européen de l'aéronautique. À un moment, on parle beaucoup de souveraineté, c'est quand même aussi quelque chose qui peut faire écho aux attentes des investisseurs, au-delà de l'espérance de rendement. Voilà, absolument. Et donc ici, c'est effectivement un fonds Opale qui va venir grouper les souscripteurs à partir des tickets de 100 000 euros et faire donc un investissement dans le fonds qui, lui, est réservé aux institutionnels, le fonds Aéro Partenaire 2 de Tikeo Capital. On passe à Capital Sélection Private Equity. Alors, Capital Sélection Private Equity, c'est un fonds qui est une construction d'Opale Capital pour allier plusieurs éléments. Si je commence par les éléments les plus défensifs, ici on a vraiment le fonds de secondaire qui va agir comme un élément extrêmement défensif. Pourquoi défensif? C'est parce que c'est une diversification très importante. Là on va rentrer dans le fonds de Goldman Sachs qui va viser d'investir dans au moins 3000 sociétés en sous-jacent. Donc ici on est vraiment dans l'ultra-diversification. L'ultra-diversification et de l'investissement à la décote, puisqu'effectivement comme c'est un fonds de secondaire, il va venir soulager
des investisseurs qui ont besoin de céder leur participation, et donc en cédant ces participations, ils vont consentir à une décote. Un discount. Exactement. Donc ça permet d'être l'amortisseur de choc de ce fonds. Et du côté de la pédale d'accélérateur, on va avoir les fonds de co-investissement et les fonds de gross buyout qui vont, eux, être investis dans des sociétés à très fort potentiel et investis aux côtés de fonds qui sont très experts. Donc c'est vraiment ce mix qu'on cherche à avoir entre du très défensif et de l'investissement qui va aller chercher de la performance sur des investissements qui sont extrêmement alignés entre le secteur dans lequel ils sont et l'expertise du gérant qui va vraiment gérer cette société. Et on va mettre l'accent de façon un peu plus spécifique sur le secteur de la santé avec Webster, qui est notre acteur du gross buyout qu'on a sélectionné. Webster, c'est un acteur spécialiste de la santé aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous, on a une grosse conviction sur le fait que la santé est portée par une méga tendance qui est en fait le vieillissement de la population. N'en parlez pas. Peut-être 2 points là-dessus. C'est Laurent, quand quelqu'un franchit 65 ans, ses dépenses de santé doublent. J'y suis pas encore là quand même, Paul. Pas encore. Pardon. Je préviens. Ok. Et en fait, on fait face à un vieillissement structurel de la population dans les pays d'Europe de l'Ouest et des États-Unis. Et donc en fait, il y a un marché qui va être de plus en plus porteur. Voilà. Donc s'exposer de façon très spécifique sur ce secteur de la santé nous a paru extrêmement porteur. Eric nous demandait les zones géographiques des 2 fonds. On l'a vu sur le premier, c'était Europe. Là, c'est mondial Là, c'est mondial. Effectivement, là, on va viser une exposition qui est à peu près à 50% sur l'Amérique du Nord et à 50% sur l'Europe. Attention, défi. Thomas, vous avez 2 minutes. 2 minutes, pas plus, pour garder de la place pour les questions, pour me dire, une fois que je suis convaincu, et Paul est très convaincant, il faut le reconnaître, comment je fais pour souscrire sur Boursorama. Alors, première chose, donc, être adhérent Bourso First. Voilà. C'est un produit qui est réservé à notre clientèle exclusive Bourso First, donc il faut y adhérer. Ensuite, vous avez une page dédiée sur le site, donc Private Equity dit en direct, qui vous présente un rappel du fonctionnement des produits, donc la mécanique de Courmangy avec les investissements, ensuite les distributions, etc. Et puis qui vous présente l'offre Opal Capital. On l'a dit, ce sont des produits qui sont réservés à des investisseurs avertis, donc pour avoir accès aux détails des fonds, vous allez d'abord devoir répondre à un questionnaire qui permet de savoir que vous êtes... Tester vos connaissances tester vos connaissances, d'être expert, et si vous n'y arrivez pas, ensuite, vous avez des éléments pédagogiques qui vous permettent justement de monter en compétence sur ce type de produit pour s'assurer que vous avez tout bien compris. Exactement. Oui, c'est important. Donc, vous avez le détail des produits sur la page, donc en savoir plus, et ensuite vous pouvez souscrire si vous le souhaitez, évidemment. Et donc là, on a une page aussi dédiée qui montre un parcours de souscription qui est relativement simple pour ce type de produit, puisqu'on l'a dit, d'abord, on va vérifier vos connaissances, savoir si vous connaissez bien la structure juridique des produits, le fonctionnement et tout ce qu'on a rappelé sur les risques, etc. Les risques. Puis, on va vous représenter évidemment la documentation des fonds. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le montant d'engagement. Donc, à partir de 100 000 € pour la première souscription, 30 000 € pour les suivantes en fonction des produits. Et ensuite, on s'engage en signant un bulletin de souscription. Bulletin de souscription, donc en signature électronique, évidemment. Donc avec un parcours finalement en 3-4 étapes, 100% en ligne sur votre ordinateur ou bien sur votre mobile, avant de s'engager dans le fonds et donc d'attendre le prochain closing pour faire votre prochain virement. Pas mal. C'était rapide. Ouais, il y a des petites notifs quand même, on peut peut-être en parler. Bien sûr. Alors évidemment, donc une fois que vous êtes ah oui, donc d'ailleurs vous avez des notifications qui vous permettent d'être prévenu des prochains fonds qui vont ouvrir. On l'a dit, on est sur des notions un peu de millésime, où alors pendant un an vous allez avoir des fonds qui vont succéder. Donc vous pouvez vous abonner pour pas avoir besoin de revenir en permanence sur la page. Vous pouvez vous abonner et nous vous préviendrons lorsqu'un nouveau fonds sera disponible à la souscription. Et on travaille également à prévenir lorsque les closings approchent, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être intéressé par un produit et vous dire que vous allez réfléchir jusqu'au closing. Donc à la fois être prévenu des nouveaux produits, à la fois être prévenu des closings et savoir si vous voulez rentrer dans les conditions qu'on a dit, une certaine prime d'égalisation, après ne pas avoir à subir entre guillemets la prochaine. Ça, ce sont les notifications avant la souscription. Et évidemment, une fois que vous êtes investi, on l'a dit, il faut être capable d'honorer son appel de fonds de façon très rapide. Donc moi, évidemment, Boursobank, mais tout en œuvre pour que vous soyez prévenu. Évidemment, dès que Opal Capital prévoit un appel de fonds,
vous allez recevoir un email, une notification sur votre téléphone et des rappels réguliers pendant la période de 15 jours pour vous dire évidemment d'honorer votre appel de fonds et donc de faire le virement. 45 000 euros, c'est attendu. Ça doit faire une petite sensation quand même la première fois. On montre quand même la dernière slide sur le parcours en 3 étapes, même si vous l'avez expliqué, Thomas, qu'elle serve un petit peu cette slide. Ça vaut le coup effectivement de voir, hein, c'est extrêmement simple. Donc d'abord, une fois que vous avez fait ce qu'on appelle le test d'aptitude, hein, on a vérifié que vous étiez apte et que vous connaissiez bien ces produits, on vous redonne un écran d'avertissement qui vous récapitule un petit peu toutes les spécificités du produit en matière de défaillance aux appels de fonds, de conséquences, de risques, de marché secondaire, enfin d'inexistence du marché secondaire, etc. Donc on vous le redonne ça évidemment à chaque fois avant d'avoir accès au fonds. Ensuite, on vous redonne la documentation, les frais, les performances attendues, la typologie du fonds, un descriptif aussi un peu plus détaillé de ce que vous pouvez attendre sur le fonds. C'est à cette étape-là que vous choisissez votre montant d'engagement. À l'étape suivante, on vous remet un récapitulatif. Là, pareil, c'est réglementaire. Hein, la loi nous oblige, évidemment, et c'est important aussi de vous faire un récapitulatif que vous pouvez enregistrer avec l'ensemble des frais auxquels vous pouvez vous attendre pendant la durée de vie du produit. Et après, vous avez une signature électronique, donc un mécanisme somme toute assez classique où vous signez électroniquement, donc ça a une valeur juridique la même que votre signature physique, et ensuite vous êtes engagé dans le fonds. Voilà, il le disait, hein, Paul, c'est un élément important, ça, le parcours en ligne de la démocratisation. Messieurs, on est à la bourre, mais c'est pas grave parce qu'on a abordé plein de notions qui étaient essentielles. En revanche, excusez-moi de vous dire qu'il y a encore des questions. Donc, je vais vraiment faire confiance à votre sens de la synthèse pour essayer d'en prendre le plus possible. Déjà, on va commencer par Steph, qui nous demande, peut-on combiner les deux fonds, ah, il est malin, pour une souscription totale de 100 000 euros? Alors, non. La réponse est non. Non. Non, la réponse est 100 000 euros, c'est pour un investissement. Et comme le disait Thomas, le deuxième peut être réduit à 30 000 euros. Donc en fait, 130 000 euros, là, on peut souscrire aux deux fonds. 130 000. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire du coup... le premier à 100 000 et les suivantes à 30 000. Ouais. Voilà. Donc c'est pas si mal. Private nous demande comment évaluer les différences de performance potentielle d'un fonds par rapport à un autre. Il y a tout cet élément de comparaison. J'imagine que ça, c'est pas simple, Paul. Alors, c'est pas simple et surtout... en fait, ça dépend de la stratégie. Donc, en fait, là où c'est pertinent, c'est pour une même stratégie, de comparer deux acteurs ensemble. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà avoir fait le travail. C'est du boulot, hein. Donc, concrètement, je ne vous le cache pas, c'est compliqué. Ça demande pas mal de travail. C'est possible. Et c'est notre travail. Donc, j'ai dit, on a regardé à peu près 2300 fonds. Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde 2300 fonds? En fait, on regarde exactement ça. On regarde toute la... voilà, c'est chaque fonds, on y passe des heures et des heures et des heures et des heures pour comprendre exactement ce qu'il fait, comment il le fait et est-ce qu'il a des chances d'atteindre des performances intéressantes à l'avenir. Bon. On a Olivier qui nous dit, si j'ai déjà un produit de private equity souscrit à hauteur de 100 000 euros en dehors de Boursorama, est-ce que je peux souscrire chez Opale à hauteur de 30 000 euros via Boursorama? Non. Ah. On retient, pour ce critère, effectivement, on ne retient que les souscriptions déjà effectuées chez Boursorama. Bon. Bozanette qui pose une question intéressante qu'on a finalement assez peu traitée ce soir, mais qui forcément se pose, c'est quelle part de son patrimoine peut-on consacrer à ce type d'investissement dans le cadre de son allocation d'actifs? Alors, Bozanette, moi, la réponse que je peux déjà faire, c'est un peu propre à la spécificité, à la situation de chacun. Donc ça va être dur de donner une réponse très précise. On peut donner peut-être, Paul, un ordre de grandeur, Paul ou Thomas, je ne sais pas. Alors, peut-être un point, c'est ceux qui n'ont pas de contraintes parce qu'ils ont des moyens financiers considérables, donc les family office, investissent entre 15 et 18% de leur patrimoine financier déjà une bonne réponse. En private equity. Bon, ils n'ont pas de problème de fin de mois, c'est ce que vous venez de dire. Exactement. Et en fait, dans la pratique, ce que ça veut dire pour les êtres normaux, c'est qu'on va être contraint par nos moyens financiers. Et donc concrètement, je dirais qu'il faut y mettre à la fois tout ce qu'on peut, puisqu'en fait, c'est des investissements qui vont pouvoir atteindre des performances qui vont être très intéressantes, mais en étant très conscient que c'est un investissement... On signe le bulletin de souscription et en fait, pendant 10 ans, il faut oublier cet argent, ne pas compter dessus. Donc, je dirais que c'est les deux bornes. C'est le plus possible, mais tout l'argent dont on n'a pas besoin pour fonctionner pendant 10 ans. On rappelle, pour un particulier, c'est considéré comme un investissement de diversification. Évidemment, ne pas mettre tout son patrimoine dans ce type de produit, étant donné les liquidités et surtout la durée de vie du produit. Question très pratique de François. Que se passe-t-il si l'investisseur
C'est un cas de figure aussi qu'il faut malheureusement envisager. Décède durant la vie du fonds, il ne peut plus payer. Quel est l'impact sur ses héritiers? Alors ça s'organise évidemment, oui. C'est un cas qui est normal. Ça se transmet et en fait, d'un point de vue très pratique, je ne vais pas donner les exemples, mais on va vérifier que les héritiers sont en mesure de prendre le relais. Oui. Et si jamais ils sont en mesure, bah, très bien. Oui. Et si jamais ils ne sont pas en mesure, on va essayer de trouver une solution. Oui. Voilà, on ne va pas pénaliser les héritiers qui, pour le coup, subissent la situation. Arnaud, j'aime bien la question d'Arnaud. En rentrant dans un fonds de private equity, a-t-on un droit, en tant qu'investisseur, de valider ou non l'acquisition des entreprises de ce fonds? Alors là, vous investissez dans des fonds, donc c'est encore un peu différent, oui. Mais est-ce que je peux dire, non, moi, j'aime pas du tout cette entreprise? On pourrait imaginer, je sais pas. Alors, la réponse très simple, c'est non, on n'a pas le droit. Voilà. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, en tant que souscripteur, on est ce qu'on appelle en anglais un limited partner, c'est-à-dire qu'on a des droits limités. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on a des droits limités? C'est aussi parce que, d'un point de vue de la responsabilité, elle est limitée. Et donc, en fait, ça va ensemble. C'est si je commence à prendre des décisions de gestion, en fait, je vais devoir être exposé à la totalité des conséquences auxquelles ça peut m'exposer. C'est comme Spider-Man, de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Exactement. Donc non, vous en tant que souscripteur, vous faites confiance à la société de gestion et à l'équipe en place pour prendre des bonnes décisions. On va revenir sur la notion d'entrée dans le fonds, parce qu'il y a encore pas mal de questions qui sont tombées, dont celle de Laurence. Pourquoi investir au dernier moment est moins risqué qu'au début, puisqu'on ne sait pas encore dans quoi l'équipe qui gère les fonds va investir? Alors, cette date d'entrée par rapport au closing. Alors peut-être une petite nuance, oui. C'est quand on a évoqué dans la slide où j'ai évoqué les 4 temps du private equity, c'est évidemment une simplification. Dans la pratique, le temps de commercialisation dure entre 12 et 24 mois, mais les investissements peuvent commencer dès le premier jour. Oui. Voilà. Donc il faut évidemment que les souscriptions soient suffisantes pour acquérir la première entreprise. Mais donc, en fait, c'est ça qui va se passer. C'est pendant les 12 à 24 mois, on va avoir de plus en plus de sociétés en portefeuille. Et donc, on va avoir, entre guillemets, de moins en moins de risques aveugles. Donc, c'est en ça que c'est, entre guillemets, moins risqué. C'est qu'on va avoir une plus grande visibilité sur les premiers investissements. Question de Sever, comment peut-on être certain que le gérant pourra sortir de l'intégralité des sociétés durant les 10-12 ans de la vie du fonds? Est-ce qu'on peut se retrouver collé, Paul, avec une participation qu'on n'arrive pas à vendre? Alors, dans la pratique, non. En fait, de façon très concrète, le fonds a une maturité. Donc, elle est en général de 10 ans. Elle peut être étendue de 1 ou 2 fois. Mais au bout d'un moment, la maturité arrive. Et en fait, le gérant est obligé de vendre les sociétés. Quitte à ce qu'effectivement, il ne se passe pas aussi bien qu'il le voudrait. Oui. Ça fait partie du risque. Mais en tout cas, il y a une date de fin. Et elle est nécessaire. 2 questions qui sont un peu similaires, je vais les poser en même temps. BLA 92, quelles informations sont communiquées aux souscripteurs du fonds? Et Thierry nous demandait, reçoit-on une estimation annuelle, nous demande-t-il, ou peut-être plus régulière, de la valeur progressive du fonds? Qu'est-ce qu'on reçoit comme doc quand on est titulaire d'un produit tel que celui-là? Oui. Alors, je vais peut-être répondre à la deuxième question en premier. Chez Opale Capital, on fait une estimation de la valeur tous les 6 mois. Je dis estimation parce qu'effectivement, c'est sur la base d'informations qu'on triangule et qui nous permettent d'estimer la valeur de ce qui est en portefeuille. La valeur réelle sera concrétisée au moment où elle sera cédée. Donc effectivement, pendant la durée de vie, on donne des estimations en fonction de ce qui se passe dans le marché. Donc ça, c'est la réponse à la deuxième question, c'est donc tous les 6 mois. La première, en fait, il y a un certain nombre de documents auxquels vous aurez accès. Et en fait, le but de ces documents, c'est de démontrer en fait 2 choses. C'est quelle est la stratégie d'investissement, et il faut que ce soit très très clair, et quels sont les termes légaux qui viennent encadrer une souscription. De façon très, très schématique, c'est ça. Et en fait, à ça viennent se rajouter un certain nombre d'informations. Par exemple, vous avez les fameux documents, les DIC, les documents d'information, qui permettent de donner des angles complémentaires pour essayer de comprendre dans quoi on va investir, quel est le montant des frais, etc., etc. Et alors, pour les gens qui aiment le concret, dont moi, ils peuvent savoir, tiens, bah voilà, finalement, telle boîte, là, au coin de la rue, j'investis dedans. Absolument, oui, exactement. Et en fait, c'est l'intérêt du non-coté, c'est qu'on va investir dans un fonds de private equity de type capital transmission. Oui. On va investir dans une quinzaine de sociétés.
Et en fait, cette quinzaine de sociétés, tous les 6 mois, vous aurez des nouvelles de ces sociétés. Vous saurez qu'en fait, elles commencent à bien se développer, qu'on a changé la stratégie, qu'on a cherché à s'étendre dans un autre pays, etc. Donc, on est capable de suivre l'histoire au fur et à mesure qu'elle s'écrit. Bon, des histoires d'entreprise, c'est ça qu'on aime aussi. SimSim, peut-on investir via une personne morale? Alors, via Bourse First, ce n'est pas possible pour l'instant. C'est réservé aux personnes physiques. Bon. On va se refaire un petit point sur les frais. Question de MM. Les frais que vous indiquez sont-ils globaux ou sont-ils ceux d'Opale Capital uniquement, auxquels il faut rajouter les frais des fonds dans lesquels ils vous souscrivez? Oui. Alors, c'est une bonne question et je pense que je vais commencer par répondre par l'opposé. Allez. Quand on communique en tant qu'Opale Capital sur un rendement net cible, il est bien net d'absolument tous les frais. Donc c'est bien ce qu'on estime pouvoir exactement prendre dans vos poches. C'est rassurant. Mais effectivement, il va y avoir les frais de la structure Opale Capital qui a été créée pour permettre cet investissement. Donc ça, c'est des frais de gestion. Et en sous-jacent, il va aussi falloir payer les frais de gestion du fonds de private equity dans lequel on a investi et les frais de carried interest, donc les frais des commissions de surperformance auxquelles le gérant aura le droit en fonction de ses performances. Bon. Toujours cette question de l'entrée du fonds qui revient. Laurent se demandait, mais alors si je rentre au dernier closing, je paye la prime, cette fameuse prime d'égalisation, mais est-ce que je bénéficie de la performance du premier jour? Oui, et en fait c'est pour ça que ça s'appelle une prime d'égalisation. C'est qu'en fait on paye cette prime pour être considéré comme souscripteur du premier jour. Voilà. Donc effectivement, en payant cette prime, ça vous donne le droit d'avoir accès à toute la performance depuis le premier jour de ce fonds. On me dit qu'il y a énormément de questions sur la fiscalité. Alors peut-être qu'on peut déjà regarder dans la documentation des fonds, c'est expliqué. Peut-être vous pouvez rappeler quand même quelques grands principes, Thomas, malgré tout. Très rapidement, effectivement. Ouais. Dans le cas général, donc la souscription chez Bourse First se fait donc pour une personne physique en direct. Oui. La souscription est réservée aux résidents fiscaux français dans le cadre de notre offre. Donc la fiscalité qui va s'appliquer va être celle du PFU, prélèvement forfaitaire unique, donc les 30%, donc la flat tax. Oui. Sauf si vous choisissez d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc là, c'est comme des actions en compte titre. Voilà, c'est comme une action en compte titre. Ouais. Et encore une fois, pareil, lorsqu'il y a des distributions, on vous communique évidemment les éléments, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des produits qui sont régis par le droit commun, donc on est encore aujourd'hui sur le régime de la flat tax. Le régime de la flat tax qui est bien connu pour les investisseurs en bourse. Nico nous demandait sur des périodes longues d'investissement quelles sont les garanties données aux souscripteurs en cas de défaillance du fonds. Existe-t-il des dispositifs de sécurisation comme la vente en état futur d'achèvement en immobilier, le VFA? Je ne sais pas s'il y a je dirais qu'il y a une structure qui est mise en place justement pour garantir que si la société de gestion fait des bêtises et se faire liquider, en fait cette société de gestion n'est pas propriétaire des actifs. Et donc en fait, le fonds va continuer à avoir une existence et en fait, on peut changer de société de gestion en cours de vie si jamais cet événement catastrophique se produisait. Et donc ça, je dirais que c'est la garantie qui est proposée à tous les investisseurs d'un fonds de private equity, c'est que le gérant, en fait, il a un rôle de donner des instructions à ce fonds, mais il n'est pas dépositaire de ces fonds. C'est bien une banque dépositaire qui va être dépositaire. Et on peut changer de société de gestion, c'est extrêmement rare, mais ça peut théoriquement se produire. Voilà. Société de gestion fait faillite, on change de société de gestion et le fonds continue et effectivement les souscripteurs vont continuer à bénéficier de la performance de leurs actifs. On va faire un peu de vie ma vie avec cette question de Kamel parce qu'on l'a finalement pas beaucoup abordé. Il demandait quels sont les critères de sélection utilisés par Opale Capital pour choisir les entreprises financées. On a compris, Paul, que vous choisissez des fonds. Oui. Je vais vous poser la même question pour les fonds. Oui. Comment vous êtes sûr que vous sélectionnez les meilleurs? Alors, si je fais... je commence par l'aspect très très simple. Vous arrivez très tôt le matin, à 7h. Oui, exactement. Voilà. Et puis je me fais un très gros café. Non mais en fait, comme vous l'avez compris, ce qu'on va regarder pour un investissement dans un fonds, en fait, c'est qui est l'équipe de gestion, qu'est-ce qu'ils ont réussi à accomplir comme performance par le passé, et est-ce que cette stratégie a des chances de produire des fruits à l'avenir, et est-ce que l'équipe de gestion va rester.
Donc en fait, on va se poser finalement ces 4 questions. Et en fait, de ça va découler des centaines de questions qui vont nous permettre d'avoir un niveau d'assurance, en tout cas de probabilité que ça se passe bien, qui est élevé. Et en fait, je disais que notre but chez Opale Capital, c'est de proposer des investissements dans lesquels le couple risque et rendement est particulièrement favorable. Et en fait, c'est comme ça qu'on va le faire. C'est qu'on va vraiment éplucher tout ce que cette équipe a fait depuis qu'elle a été mise en place. On va éplucher la stratégie qui leur a permis d'avoir ces performances par le passé. On va se poser la question, est-ce que cette stratégie, elle est adéquate par rapport à l'environnement économique dans lequel on est aujourd'hui et non pas celui dans lequel on était il y a 10 ans. On va regarder tous les mécanismes d'incitation de cette équipe. On va regarder, est-ce que, par exemple, est-ce que c'est uniquement les seniors qui vont capter la valeur et tous les juniors qui font le travail au quotidien, en fait, ils vont rien capter. Et donc, en fait, ils vont être incités à quitter cette société et à fonder leur propre société de gestion. Donc, ça fait partie des choses qu'on va regarder. Donc, il y a des centaines et des centaines et des centaines de choses qu'on va regarder pour se faire un avis éclairé sur un fonds. Bon. Dans la pratique, en moyenne, un fonds qu'on sélectionne, on a au moins travaillé 6 mois dessus pour tout connaître sur ce fonds. On a interviewé les gérants, on a épluché la documentation, on a essayé de parler plus de personnes de l'écosystème qui les ont côtoyés et qui les connaissent. Enfin voilà, c'est énormément de travail et c'est pour ça en fait qu'on estime que un acteur comme nous est nécessaire entre les fonds institutionnels et les acteurs, enfin les clients privés. Oui. C'est qu'en fait, ça demande une expertise et un travail considérable pour se dire que en fait, ce fonds, il a des chances d'être très performant. Réponse très complète, très claire. Est-ce qu'en régie, là je ne vois plus de questions sur ma tablette, est-ce que, allez on se dit, même s'il est 19h45, on imagine que nos clients commencent peut-être à avoir faim, mais est-ce qu'on en prend quelque chose ou est-ce que la plupart ont été répondus? Eh bien on me dit que c'est bon pour ce soir. Merci à nos 2 invités, à nos 2 pros pour cette performance XXL. Explication limpide sur le fonctionnement du private equity, sur ses caractéristiques, sur les frais, les risques. Merci à vous 2. Merci Laurent. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Comme je le disais, on espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Bien sûr, vous le savez, le webinaire sera en replay, en rediffusion en bon français d'ici quelques jours sur le site de Boursorama. Et puis, restez avec nous quelques minutes, quelques instants après le clap de fin, histoire de remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à très bientôt.